Donc, Yorana tout le monde, donc, je m'appelle Tehotu Tanata, donc je suis le porteur du projet AUT. Donc rapidement, pour revenir sur mon parcours, donc en fait, je suis originaire de Moria. J'ai un baccalauréat scientifique option sciences de l'ingénieur. J'ai fait une année de maths informatique donc ici à l'UPF. Et puis en 2020, donc, en 2010, suite à la crise économique de 2008, donc j'ai perdu mon emploi et donc j'ai été licencié. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir en France. Donc je suis parti en France 10 ans sans revenir au Fénois. Et puis en 2020, ben, j'ai décidé de revenir au Fénois et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter le projet sur lequel je travaille depuis que je suis revenu. Donc le projet TAUT. Donc TAUT veut et va valoriser les différentes espèces d'hibiscus de Polynésie, visant à une production de produits agroalimentaires, cosmétiques et plus tard nutraceutiques. Donc alors, il faut savoir qu'en Polynésie, en fait, on est riche en ressources locales. Donc ce sont des ressources qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas utilisées. Pourtant, ben, ce sont des ressources qui ont du potentiel et qui mériteraient justement d'être davantage mises en avant. Donc c'est le cas de la fleur d'hibiscus. Donc la fleur d'hibiscus qui est principalement considérée comme ornementale, alors qu'on pourrait l'utiliser autrement, qu'on pourrait vraiment exploiter ses propriétés. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que si les espèces d'hibiscus en fait, ont été et sont encore utilisées dans la pharmacopée traditionnelle polynésienne, et donc si ça a été utilisé par nos tupuna pour faire des rauteiti, c'est bien qu'il y a des propriétés à exploiter. Et donc c'est pour ça que c'est important justement d'appuyer tout ça par de la recherche. C'est important de pouvoir en fait faire une mise à jour de toutes les données scientifiques qu'on a autour de la fleur d'hibiscus. Hein. Ensuite, un autre aspect aussi, c'est l'aspect botanique. Donc, on se rend compte en fait, qu'on a des espèces d'hibiscus qui sont en voie de disparition, donc des espèces qui sont aussi endémiques à la Polynésie. Et donc, il devient important justement de les préserver, de les remultiplier, et puis que chacun d'entre nous, après, on puisse les avoir dans nos jardins. Sur la finalité du projet, c'est vraiment de pouvoir faire de la transformation en produits divers, donc que ce soit des produits en agroalimentaire, en cosmétiques. Et donc tout ça, ça passe, voilà, il faut qu'on puisse analyser les paramètres moléculaires de nos fleurs afin de savoir leurs propriétés et en fonction de leurs propriétés, de pouvoir les sectoriser. Alors bien sûr, la valorisation des fleurs d'hibiscus peut rencontrer certaines contraintes, donc des contraintes qui peuvent entraver son développement, sa croissance. Et parmi ces contraintes, on a des défis qui sont liés à la production. Parce qu'il faut savoir que la production de fleurs d'hibiscus peut être affectée par différents facteurs, tels que la main-d'œuvre, ça demande beaucoup de ressources humaines, par exemple pour l'agriculture. On peut aussi avoir des problèmes qui sont liés aux conditions météorologiques, aux ravageurs, aux maladies, et aussi aux besoins de foncier. Et donc c'est vrai que tout ça, ça peut affecter la qualité des fleurs produites et la quantité de fleurs produites également. On peut également avoir des contraintes qui sont liées à la rareté aussi de certaines espèces d'hibiscus. Donc il se trouve qu'on a des espèces d'hibiscus qui sont rares, qui sont difficiles à trouver. Et donc ça peut également limiter leur utilisation, leur commercialisation. Et en plus, la production de ces fleurs d'hibiscus peut être difficile aussi, du fait que, en raison des conditions climatiques spécifiques ou de la nécessité d'avoir des expertises particulières. Ensuite, on peut avoir des contraintes financières. Donc voilà, comme dans tout projet, on a besoin de financement. Donc on a besoin d'argent pour du RH, pour du matériel. Et donc voilà, pour essayer de surmonter un peu toutes ces contraintes, c'est important de pouvoir mettre en place, par exemple, des infrastructures qui soient spécialisées, des infrastructures automatisées, mécanisées. Il faut peut-être aussi qu'on innove dans la production, dans la transformation. Au niveau des finances, essayer de faire appel aux dispositifs qui existent avec le pays, dispositifs financiers, les aides à l'emploi. Et puis, on va également faire une levée de fonds privés, donc sûrement avec Investing Pacific, et puis essayer de répondre aux appels à projets. Hein. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, voilà, etc. Alors, il faut savoir que lorsque je me suis lancé dans ce projet, donc j'avais zéro connaissance, zéro compétence, que ce soit en agriculture, dans la recherche, dans la transformation, ni même dans l'entrepreneuriat. Cependant, j'ai eu la chance de m'entourer des bonnes personnes, je me suis formé, et surtout, j'ai eu le soutien de partenaires publics-privés. Hein. Et donc, notamment, en soutien, j'ai eu l'Institut Malardé, j'ai la DAC de Papara, j'ai la DRM de Verao, et puis hier soir, on a reçu un mail, ça a été confirmé, donc il y a le projet Polynov Nahiti qui a été validé. Donc pareil, cette année, on va être accompagné par le consortium des IPOL+.
Et donc, voilà, par exemple, pour l'Institut Louis Malardé, donc ce partenariat a été possible justement grâce à l'appel à projet RIP 4, dont j'ai été lauréat en 2021. Et donc, grâce à cet appel à projet, en fait, ça m'a permis de débloquer des grosses subventions, ça m'a permis de débloquer ce premier partenariat, ce premier gros partenariat avec l'Institut Louis Malardé. Et donc, c'est vrai que ces différents partenaires me permettent d'accéder justement à une expertise plus avancée, me permettent d'accéder à des plateaux techniques, me permettent aussi d'avoir des moyens humains supplémentaires. Donc tout ça, ça donne vraiment de la crédibilité au projet, ça donne une forte plus-value au projet. Et grâce à tous ces soutiens, en fait, mon projet maintenant peut prétendre à une dimension internationale. Donc chose qui n'aurait peut-être pas été possible si j'étais resté tout seul, ou peut-être que ça aurait pris beaucoup plus de temps. Alors, concernant l'appel à projet RIP 4, donc, qui était censé débuter en septembre 2021, mais qui a réellement débuté en février 2022, donc, par le recrutement de notre assistante chef de projet, Vechari Cordaro. Donc, alors, l'année 1, elle a été marquée par plusieurs événements clés, donc, notamment en février-mars 2022, on a fait nos premières plantations, nos premières boutures, donc sur un terrain qui appartient à l'Institut Louis Malardé, donc sur une superficie de 1000 m². Suite à ça, en mai 2022, on a fait nos premières récoltes. En mai-juin 2022, on a fait nos premières petites transformations. Donc on a fait de la fleur séchée, de la poudre d'hibiscus, on a fait de l'huile vierge d'hibiscus, on a fait du tourteau à base de graines d'hibiscus. En novembre 2022, donc l'assistante chef de projet est partie en formation cosmétique en France, donc à Paris, où elle a pu faire les premières formulations à base d'hibiscus et avec des échantillons de nos récoltes. Et puis très récemment, en janvier-février 2023, donc on a refait une nouvelle plantation avec des infrastructures un peu plus développées. On a refait également des boutures. Et pour les boutures, cette année, on a décidé de prendre 2 prestataires, 2 horticulteurs. Parce qu'il faut savoir que sur l'année 1, au début de l'année 1, sur nos premières boutures, en fait, on a eu des soucis, on a eu pas mal de pertes, donc, qui ont été dues à la météo, qui ont été certainement dues aussi à la méconnaissance qu'on avait sur le sujet au départ. Et aussi, on n'y pense pas, tout ce qui était chien, poule, coq, oiseau, tout ça a fait que, en fait, on a eu une grosse perte, quoi. Et c'est pour ça que cette deuxième année, on a sur le coup, et donc on prend des spécialistes. Et petit mot aussi aux agriculteurs, parce qu'honnêtement, maintenant qu'on se lance dans un projet d'hibiscus qui est censé pas être très compliqué, on croit, mais je peux vous dire que l'agriculture, c'est dur. Et donc, voilà, chapeau à tous les agriculteurs. Pour les perspectives sur l'année 2, donc il est important en fait qu'on consolide nos stocks de matières premières parce que la matière première c'est un point clé du projet. Si on n'a pas de matière première, tout le reste bloque. Donc c'est vraiment important qu'on consolide et qu'on ait des stocks beaucoup plus conséquents de matières premières. Ensuite, sur les mois à venir, donc on va finaliser nos formulations de produits cosmétiques, de produits agroalimentaires. Donc tout ça dans les nouveaux laboratoires relais de l'Institut Louis Malardé. Donc le but étant, d'ici la fin de l'année, de pouvoir commencer à commercialiser nos premiers produits. Bon, mais on est en mars, l'année passe très vite, donc on a du boulot. Comme je vous disais, il faut qu'on multiplie nos espèces d'hibiscus locales, donc on fera appel à 2 spécialistes pour assurer le coût. Ensuite, le nerf de la guerre, l'argent, donc il faut qu'on puisse trouver des financements. Donc là, actuellement, on est en phase R&D, mais il faut se dire qu'après la phase R&D, il faut qu'on puisse se développer à plus grande échelle. Et donc, ça va nécessiter vraiment des gros moyens financiers. Il faut qu'on fasse aussi aboutir nos demandes de terres agricoles avec le gouvernement. Et donc, et puis en parallèle, on va essayer aussi de voir chez le privé afin d'avoir de la location. Donc d'ailleurs, si dans le public vous avez des solutions, vous avez des terrains à louer, n'hésitez pas à venir me voir. Et même pour les financements, si vous avez de l'argent, n'hésitez pas. Un point important aussi, c'est de vraiment finaliser nos travaux de caractérisation phytochimique, parce que c'est vraiment en fonction de ça qu'on va pouvoir sectoriser nos fleurs. Donc ça, c'est un point important cette année. Et ensuite, il faut qu'on puisse évaluer en fait l'efficacité de l'hibiscus dans le domaine aquacole, parce qu'il se trouve que dans le domaine aquacole, ils ont un problème, ils ont une mortalité qui peut monter jusqu'à 70% apparemment, des individus en bassin. Et il est apparu dans la littérature que les hibiscus auraient des propriétés intéressantes pour le domaine aquacole. Et donc, qui boosteraient justement leur immunité et qui réduiraient la mortalité. Donc, on a une ingénieure en aquaculture qui a débuté il y a quelques semaines, et donc il va travailler sur ce sujet-là. Et donc, on aura les retours d'ici la fin de l'année.
Alors, retour d'expérience. Alors, déjà, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une sacrée aventure. On n'est pas forcément formé à ça. Et donc, il faut faire preuve de vraiment beaucoup de résilience. Il faut être prêt à faire face à des murs. Il faut être prêt à s'adapter à toute situation difficile. Hein. Et donc, voilà. Mais pour ceux qui s'accrochent, ça reste vraiment une très belle aventure, une belle expérience, de belles rencontres. Donc, moi, me concernant, malgré toutes les difficultés que j'ai dans ce projet, ben, je ne regrette carrément pas de m'être lancé dedans. Je suis épanoui dans ce que je fais, je suis heureux de me lever le matin. Et puis même de se dire que c'est un projet à impact. Voilà, ça va impacter pour la Polynésie. Donc, c'est tout ça qui m'anime. Ensuite, ben, il y a les partenariats publics-privés qui ont été une réelle opportunité. Hein, pour moi, ça a été un gros soutien. Ça a permis de donner vraiment de la crédibilité au projet. Parce que c'est vrai que dans ce genre de projet, on peut vite se sentir seul, on peut vite avoir des doutes. Et le fait d'être entouré justement de partenaires, de spécialistes, hein, ben ça rassure. Ça rassure. Donc merci, voilà, merci à tout le monde. Et puis merci à tous ceux qui me soutiennent dans ce projet depuis le début, hein, de près ou de loin, les différentes institutions. L'ILM aussi. L'ILM, merci énormément aux équipes de l'ILM parce qu'ils apportent énormément dans mon projet, quoi. Donc voilà, Maruru. En tout cas, le partenariat public avec le privé au travers de Tehutu, là je parle en mon nom, nous avons notre directeur de l'Institut Malardé qui était présent aussi parmi nous. Ça a été une première expérience pour nous. Non, c'est une deuxième expérience. On a déjà eu une expérience de partenariat sur un autre projet. On a eu beaucoup de satisfaction. Alors, pour la présentation que vient de faire Tehutu, je peux vous assurer qu'il a fait énormément d'efforts parce que vous l'auriez entendu il y a plus d'1 an. Il n'avait pas réussi à faire sa présentation. Donc, vos questions? Justement, une question peut-être pour l'ILM, hein, savoir un peu ce que ça avait changé dans vos pratiques par rapport à des programmes de recherche plus classiques, justement cette collaboration avec un entrepreneur, un jeune entrepreneur d'une entreprise innovante, avec, Tehutu l'a rappelé, des contraintes aussi, là, dans une phase de développement, d'industrialisation. Donc est-ce que, du coup, ça change aussi vos pratiques de recherche, en prenant en compte des problématiques qui sont un peu exogènes à des choses plus classiques? Alors, lorsque Tehutu nous a rencontrés avec l'exposé de son projet, je suis chimiste, hein, donc la chimie je connais, mais les hibiscus, les anthocyanes, les huiles de machin qu'on doit développer, c'était pas tout à fait mon domaine. Je n'ai pas paniqué, enfin bon, je ne suis pas tout seul, hein, on n'a pas paniqué, on s'est tapé... On a fait la biblio, on a ressorti la biblio. En fait, on a appliqué la méthodologie qu'on nous a appris dans les universités. On l'a appliquée ici. Et puis, finalement, après ce travail bibliographique, on a soutenu le projet de Tehutu. Il y a un aspect qu'il a développé, mais peut-être pas assez bien, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés dans cette partie-là. C'est qu'effectivement, l'hibiscus est une plante, la Rosa sinensis, hein, est une plante qui est utilisée dans la médecine traditionnelle. Nous avons répertorié à l'Institut Malardé 1107 recettes. Elle apparaît dans 64 recettes d'hibiscus, dans 64 recettes. Les pathologies qui sont traitées, c'est un antivomissement, c'est les céphalées, enfin voilà, il y a tout un panel. Il y a probablement des choses intéressantes à aller voir dans l'hibiscus. Donc oui, ça a un peu beaucoup changé notre façon de faire au départ. Bonjour à tous, Hervé Varé, le directeur de l'Institut Malardé. Pour te répondre, Jérémy, en fait, si tu veux, on est déjà, depuis 2019, dans un schéma de travailler à la valorisation. Et je suis extrêmement axé sur la valorisation des travaux de recherche. Donc depuis que je suis à l'Institut, je me suis vraiment beaucoup axé.
Et notamment, depuis 2019, j'ai plaidé le développement d'un programme que j'appelle Labo Relais. La notion, en fait, c'est les fameux ateliers relais qu'on a en Polynésie française. Et je voulais que l'on puisse avoir des laboratoires relais dans lesquels on accueille justement des pousses d'entreprise, vraiment pour pouvoir les développer. Donc quand Tehoto est arrivé avec son projet, je me suis dit ça match. Ça match. Donc c'est vrai que j'ai été extrêmement pousseur auprès de mes équipes pour leur dire ça match. Et il faut savoir aussi que quand Tehoto est arrivé, nous n'avions pas encore restructuré notre LSN. C'est-à-dire qu'on était en train de réfléchir à comment on allait recréer ce laboratoire de substances naturelles, parce qu'à l'époque, Édouard était en fait sur le laboratoire des maladies non transmissibles. Donc pas du tout dans le spectre. Donc ça veut dire que je me suis dit, là on a une opportunité, on est sur des substances naturelles. J'avais vraiment l'idée, quand je suis arrivé à l'Institut en 2018, de dire, il faut absolument qu'on se remette là-dessus. Il faut absolument qu'on ait un schéma de laboratoire relais, parce que je pense que c'est essentiel pour pouvoir accueillir un certain nombre de personnes. Et donc ça a été pour nous une opportunité très forte de pouvoir effectivement accompagner. J'ai eu une carrière hachée et j'ai beaucoup travaillé également à l'extérieur et dans le privé. J'ai même été chef d'entreprise. Donc je suis très attaché à ce qu'on arrive à développer ce genre de choses, et notamment ici. Donc c'était vraiment dans le schéma et on l'a porté comme ça. Merci. Bon, hey, Yorana Tato, hein. Bonjour à tous. Je ne voulais pas intervenir au début puisqu'il y a une table ronde. Il y a une table ronde plus tard pour discuter justement du développement de la recherche et de l'innovation dans notre pays. Mais je voulais vous rappeler que c'est une ambition globale des services de développement de notre pays. Bon, l'ILM étant un établissement de recherche et sous la tutelle de la santé aujourd'hui, mais qui était sous la tutelle de la recherche il y a quelques années. Et nous avons le chef de service de la direction des ressources marines. Je ne vois pas les référents de l'agriculture, mais nous avons aussi un pôle de recherche agronomique à Papara qui fait exactement ce que nous avons vu aujourd'hui avec l'ILM, qui cherche à connecter l'innovation avec la relation publique-privée. Et donc le CRIOB le fait à Montréal, et donc c'est cet incubateur qui est porté par le CRIOB. Et nous, nos services de développement, la DAG, la DRM, sont aussi aujourd'hui des incubateurs de relations publiques-privées. Cédric le dira mieux que moi, le projet de Rory, d'Oloturi à Veirao, est un premier exemple de ce que peut faire un service. Et nous, à l'agriculture, bon, parce que le AOT n'est pas rentré par la porte de l'agriculture, mais par la porte de Malardé, mais d'autres projets sont également en gestation au niveau de la direction de l'agriculture pour faire ce lien public-privé et transformer notre pays par l'innovation. Et dans le projet, dans le schéma directeur que nous avons validé, les services du pays, et notamment ceux qui sont les moteurs de l'innovation par l'administration, doivent jouer ce rôle d'incubateur, bon, pas tout seul, avec la CCISM, avec les clusters, le cluster maritime, le cluster French Tech et tous les futurs clusters de filières qui devront exister pour réussir ensemble à créer des projets visibles économiquement, mais surtout visibles au niveau de la qualité de ce qu'on va extraire de notre matière génétique, de notre matière naturelle, de notre matière immatérielle. Voilà, tout ça bien sûr au bénéfice de notre pays. Donc c'est ce que je devais dire à midi, mais je le dis maintenant. Je le dis maintenant pour que chaque présentation, vous soyez conscient que même si vous êtes peut-être des leaders, des précurseurs, vous vous êtes sentis seuls au début, mais aujourd'hui il y a une vraie ambition au niveau du pays. Et voilà, j'ai cité les 3 grands services, hein, DRM, DAG, ILM, qui est un établissement, qui seront là pour chercher à faire émerger les solutions innovantes et surtout faire enraciner ces projets dans la réalité. Parce que c'est ça le but de tout ce qu'on dit. Maruru.